Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau un grand entrepreneur de la French Tech, Thibaut Renouf. Bonjour Thibaut. Bonjour Roland. Merci beaucoup de Alors me on va recevoir. parler, écoute, on est ravis, on va parler de ton dernier bouquin, Startup and Down, où tu partages, après avoir partagé dans Start to Scale, tous les secrets de la formidable transformation de l'organisation, de partout quand tu as commencé. Il y avait, je crois, 15 personnes, 2 000 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est plus de 400 personnes. Et là, tu nous invites dans les coulisses de cette aventure pour parler des crises et comment on gère les crises quand on est un dirigeant dans une société qui croît aussi vite, avec bien sûr tous les tiraillements que ça peut générer. Vous êtes incroyable, vous êtes près de 200 aujourd'hui à être inscrits. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Danny Rippling sur l'inclusion des seniors en entreprise, quelles sont les méthodologies pour être beaucoup plus efficace dans l'intégration, dans les processus, dans la vie de l'entreprise des seniors. Je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Le podcast est rendu possible par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est le copilote du manager qui accompagne des entreprises dans une vingtaine de pays pour harmoniser les pratiques managériales et aider les managers à être des meilleurs coachs grâce à l'IA et aux sciences cognitives. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à joindre nos équipes commerciales. Voilà, la page de publicité est terminée et on a le plaisir d'accueillir Thibaut. Est-ce que Charlotte, tu peux nous faire le portrait de notre invité du jour? Oui, tout à fait. Alors, Thibaut, vous êtes un visage emblématique de la nouvelle génération d'entrepreneurs du numérique en France. Diplômé d'HEC, vous rejoignez très tôt l'aventure Partout, alors qu'il est une start-up de 15 collaborateurs. Vous le rejoignez en tant que directeur des opérations et directeur financier. Un an plus tard, vous prenez la co-direction de l'entreprise aux côtés de son fondateur, Thibaut Levy-Martin. Aujourd'hui, Partout, c'est 400 collaborateurs qui aident les points de vente dans le monde entier à attirer plus de clients en magasin, à gérer les avis en ligne et à centraliser tous les messages qui leur sont adressés, qu'ils proviennent de leur site web, de Google, de Facebook ou Instagram. Il y a 2 ans, vous avez entrepris de raconter cette formidable transformation dans votre premier livre, Start to Scale. Aujourd'hui, vous nous ouvrez les coulisses, les couloirs les plus sombres, l'envers du décor. Une aventure si rapide n'est jamais linéaire. Et vous nous faites un récit sans phare sur les crises internes, les choix difficiles, la pression de l'hypercroissance et la solitude du dirigeant face à ses équipes. Startup and Down, c'est une interrogation sur les ressorts du leadership quand les certitudes vacillent et que la croissance impose ses propres lois. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est ravie de vous accueillir. Merci beaucoup Charlotte. Alors partout, c'est une super aventure et c'est une aventure moi j'aime particulièrement parce que c'est une aventure bootstrappée, fondée en 2014 par Thibault Lévy-Martin. Pendant 5 ans, Partout se développe de façon autonome, sans financement externe. Et même quand partenaire Webedia rentrera au capital, c'est pas pour financer l'activité, c'est pour assurer finalement une pérennité et avoir un partenaire de poids, Webedia, filiale du groupe Fimalac, en tant qu'actionnaire majoritaire. Et puis, il y aura une levée de fonds un peu plus tard, tu pourras peut-être nous en parler, mais finalement, il y a ancré dans cet esprit, dans la culture de l'entreprise, le fait qu'on se débrouille par soi-même et qu'on gère tout en interne. Est-ce que le fait d'être bootstrappé, ça change la culture managériale? Ouais, je pense que, enfin, en gros, l'histoire de Partout, comme tu l'as dit, tout le début, on était bootstrappé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de financement externe. Et en 2021, on a commencé à attirer de la dette. Donc, c'est pas une levée en equity, mais c'est du financement par dette auprès de notre actionnaire. Et on a commencé à donc dépenser plus que ce qu'on gagnait. Et oui, ça change la culture managériale. Je pense qu'avant 2021, on avait vraiment une culture autour. Enfin, ça permet d'être plus proche des équipes, de faire aussi beaucoup par soi-même parce que l'équipe grandit moins vite. Donc, en fait, les managers, c'est aussi les anciens collaborateurs qui progressent, qui montent, etc. On avait vraiment une culture de plus faire monter les gens. Et donc, la culture managériale était beaucoup dans la proximité. Et quand ça grandit plus vite, souvent quand on fait des levées, je dirais que on va être obligé de recruter aussi des personnes externes, ça se structure, etc. Je pense que la rapidité avec laquelle on croit a un impact sur la manière dont on manage. Et donc, en ce sens, je pense qu'une boîte bootstrap, elle va prendre plus de temps à grandir parce que elle va avoir moins de financement, mais potentiellement la croissance va être plus stable, plus structurée.
Là où quand nous, on a commencé à dépenser plus, on s'est rendu compte qu'on recrutait plus, et quand on recrute plus, potentiellement on fait plus d'erreurs, etc. Donc il y a des avantages aux deux. Nous, on a vécu les deux. On a adoré les années d'hypercroissance où on a fait x2 sur le chiffre d'affaires. On est passé de 100 à 400 en 2 ans, etc. Après, dans la situation actuelle, je pense que beaucoup de boîtes qui sont bootstrap sont quand même assez contentes de ne pas s'être mis dans une situation compliquée. Et donc, il y a aussi toute la phase de décroissance qui peut être compliquée quand on n'est pas bootstrap, où on se rend compte qu'en fait, on a moins de cash que prévu, on a des difficultés à lever. Donc, bien sûr, je pense que ça change pas mal de choses dans le quotidien de l'entreprise. Et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partager ces coulisses, l'envers du décor de l'entreprise, après avoir partagé tous tes secrets de réussite dans Start to Scale? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ces moments de crise, ces moments de doute, ces moments de solitude aujourd'hui, à ce moment-là? Je pense qu'en 2022, 2023, quand il y avait commencé à avoir pas mal de questions sur le financement de la tech, notamment aux États-Unis, où il y avait des banques qui commençaient à se poser des questions et que tout s'est tendu. Il y avait une bulle en fait qui montait depuis le post-Covid, entre 2020 et 2022. Et on s'est dit que ça allait être un peu compliqué. Il n'y avait pas grand monde qui en parlait plus que ça. On parlait surtout des faillites, mais pas des complexités et complications. C'est-à-dire que c'était très des constats. Il y avait beaucoup de PSE, il y avait beaucoup de sociétés qui étaient en difficulté. Je trouvais que les aspects journalistiques, enfin le traitement journalistique des sujets était très sur les impacts chiffrés et pas trop sur comment dépasser les crises. Et il y avait quelques entrepreneurs qui commençaient à en parler, notamment en postant des posts LinkedIn pour expliquer ce qu'ils faisaient, leur stratégie, etc. Et dans les discussions interpersonnelles, je me rendais compte qu'en fait, j'apprenais énormément sur comment gérer une crise, mais que c'était assez peu public. Et je pense qu'il y a aussi l'explosion des podcasts qui a beaucoup libéré la parole. En fait, ce qu'on écrit, on le maîtrise un peu plus que ce qu'on dit. Et donc, il y a commencé à avoir beaucoup de gens qui ont parlé, de raconter de manière beaucoup plus aisée, beaucoup plus interpersonnelle. Là, on a presque l'impression d'être que deux dans cette discussion, alors qu'il y a potentiellement des gens qui nous écoutent. Mais je peux raconter plus de choses que ce que je ferais par écrit, même si c'est enregistré. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai commencé à beaucoup écouter de podcasts. Je pense que j'ai fait 100 heures de podcasts. Notamment, je cherchais tous les podcasts de gestion de crise. Puis j'ai commencé à lire des livres dessus. Notamment, il y a un livre de Hugues Debré, je crois, dans la crise de Kerviel et de tout ce qui est l'affaire de la SOGÉ en 2008, qui est une crise majeure pour le système financier. Comment gérer la crise, comment communiquer. Et au fur et à mesure, comme moi, je devais gérer des crises chez Partout et que je voyais que des gens me donnaient des conseils, je me suis dit, OK, je vais commencer à écrire dessus sur comment gérer tel type de crise, comment faire ça, et plus à titre personnel pour un peu classer, comprendre ce que j'emmagasinais comme information. Et à un moment, quand j'avais pas mal de contenu, je me suis dit, mais en fait, ça serait sympa de le partager. Généralement, je le partageais sous forme d'article. Et puis là, j'avais quand même beaucoup de contenu. Je pense que le sujet était assez profond. Et en fait, j'ai écrit la moitié du livre, parce que le livre, je l'ai sorti, mais j'avais beaucoup d'autres chapitres que je devais faire. Mais j'ai pas trouvé le temps de le finir. Et puis l'éditeur m'a dit c'est déjà assez long. Mais il y a beaucoup de sujets en plus qui sont à traiter. Je pense notamment tout ce qui est gestion du stress et gestion en tant que dirigeant. Donc il y a pas mal de choses à traiter que je traite un peu moins dans le livre. Ce que je traite, c'est plutôt les différentes crises de partout. Et aussi, c'est plus facile de traiter des crises qui sont passées que des crises qui sont en cours. Et donc je parle moins là en temps réel. Chez Partout, il y a plein de sujets. Et c'est plus facile de prendre du recul et de regarder les crises de 2018, les crises du Covid, les crises du début de 2022. Et c'est un peu c'est presque thérapeutique en se disant qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, et pour apprendre parce qu'il y en aura d'autres, quoi. Donc c'était un peu ça la réflexion. Alors, tu cites dans ton livre un modèle de Larry Greiner, qui était un économiste dans les années 70, qui décrit 6 types de crises. Alors, il y a les crises de leadership dans l'évolution d'une entreprise, dans la croissance d'une entreprise, la crise d'autonomie, où les gens veulent s'émanciper finalement, ensuite une crise de contrôle, ensuite la crise de la bureaucratie quand l'entreprise est devenue très significative, et puis finalement les crises de croissance. Finalement, j'ai l'impression que chez Partout, vous avez connu à peu près toutes les crises. Laquelle des types de crises a été les plus difficiles à vivre en tant que dirigeant, et comment tu les as gérées? En fait, je pense que
ce qui est intéressant dans ces frameworks et dans ces modèles, c'est vraiment d'essayer de trouver une sorte d'uniformité aux problématiques que rencontrent les entrepreneurs. Mais chaque histoire d'entreprise est différente. Elle peut être, donc le modèle de Larry Greiner est très schématique, etc., avec les 6 étapes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je lisais des parties, c'est des parties où je retrouve même des problèmes qu'on a encore aujourd'hui. Donc, je pense que cette linéarité avec les 6 crises, elle est assez théorique, mais que les ressorts sont assez applicables à des quotidiens qu'on vit. Je pense qu'il y a un sujet qui est potentiellement tout ce qui est autonomie, c'est-à-dire la difficulté, je pense qu'on a en tant que dirigeant de laisser, de faire monter certaines personnes et de laisser les gens prendre les sujets. Ça, c'est un sujet constamment d'essayer de laisser plus de place. Et je pense que surtout en période de crise, on a un peu envie de gérer l'ensemble, alors que les problèmes doivent être traités aussi en local, c'est-à-dire au niveau des gens qui ont le plus de compétences et de connaissances des sujets qui doivent être réglés. Je pense que ça, c'est un gros sujet. Et dans Start to Scale, qui était le premier livre que j'avais écrit sur le scale, un des trucs, c'était give away your Lego, c'est-à-dire partage en gros tes jeux et tes périmètres. Il y avait toute une théorie autour de ça. Et je pense que ça, c'est toujours un enjeu, parce que on a quand même, Thibaut et moi, encore envie de travailler sur beaucoup de sujets et d'être partie prenante de beaucoup de discussions. Et je pense que c'est un enjeu du quotidien d'essayer de traverser cette partie-là, cette tension qu'il peut y avoir entre faire monter des gens et en même temps être en maîtrise. Donc ça, c'est un sujet. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le modèle de Larry Greiner, que je connaissais pas, c'est le DRH de partout qui nous l'a présenté en board, et que ensuite j'ai réutilisé dans le livre. Donc c'était plutôt lui qui me l'avait présenté. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chaque solution d'une crise porte en elle les germes de la crise suivante. C'est-à-dire que, en fait, quand on va essayer de résoudre le problème de la concentration des pouvoirs autour de quelques personnes en donnant de l'autonomie, ben en fait, ça va créer de l'autonomie et donc des silos, et donc une boîte qui a moins de stratégie et de structure. Et ensuite, donc, on va faire des choses transverses avec une matrice pour faire l'organisation, et ça va créer une autre crise qui est potentiellement que ça prend trop de temps de prendre des décisions parce que on doit tout s'aligner, donc ça devient plus lent. Donc en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que chaque crise, on va la résoudre avec des leviers qui sont les bons à un moment donné, mais qui vont être porteurs de potentiellement crise après. Et je trouve que c'est assez intéressant comme approche. Ça s'arrête jamais finalement. Ouais, et en fait, quand j'ai écrit le livre, je m'étais dit je voulais écrire. Le concept, c'était de dire que une startup et une boîte en croissance, elle est en crise permanente, et je voulais appeler ça l'état de crise permanent. Parce que je me suis dit qu'en fait, quotidien, le métier d'entrepreneur, c'est quand même de gérer des crises. Et ça peut être des crises positives, mais on fait trop de croissance sur tel produit, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, il y a toujours des sujets à traiter. Et en plus, le rôle de l'entrepreneur, c'est souvent de s'attaquer aux problèmes les plus compliqués, les plus difficiles à résoudre, les plus tendus. Et donc, c'est vrai que c'est un travail et les managers aussi, c'est un travail qui est pas de tout repos, quoi. Alors tu cites dans ton livre Florian Douetto, qui est le fondateur de Dataiku, une extraordinaire success story, qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent en 12 ans à peu près d'ancienneté. Et je le cite, le temps d'une entreprise dans n'importe quel domaine, si on veut le révolutionner, ça va être 7, 15, 20 ans, c'est-à-dire le temps long. Dans les startups, dans les articles qu'on lit, des échos, il y a des levées de fonds, il y a des rachats, il y a des sorties. On entend beaucoup du temps court. Chez Partout, est-ce que vous êtes dans le temps court ou est-ce que vous êtes dans le temps long? Je pense que il y a eu un mythe du temps court au moment entre 2020 et 2022. C'est-à-dire qu'on voyait des boîtes qui ont fait des super success stories très rapides, et en 3 ans qui se revendaient. Je pense qu'il y a eu Zenly qui s'est revendu en 3 ans à 300 millions. Il y a eu toutes les boîtes de quick commerce, les Gorillaz, il y en a eu plein à un moment qui ont explosé. En fait, c'est un peu des étoiles filantes qui ont fait des choses potentiellement à la fin. Il y a des belles valos, des beaux rachats, mais la question, c'est à quel point ça a transformé une partie de l'économie, ou est-ce que ça fait des histoires qui survivent le temps long.
nous, depuis le début, on s'est dit avec Thibaut qu'on voulait construire une boîte sur le temps long et que on aurait pu arriver au même chiffre d'affaires actuel et au même KPI en fait que ce qu'on a actuellement sans prévoir la boîte pour la suite. Mais au bout d'un moment, si on pense pas le temps long, on se retrouve à buter, à avoir soit une croissance qui faiblit beaucoup, soit avoir des problèmes techniques. Et en fait, toute l'idée que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que les crises, elles surviennent quand on n'a pas assez pensé le temps long et que quand les tensions deviennent trop fortes pour que ça craque pas, parce qu'on n'a pas pris les décisions qui potentiellement étaient de préparer la suite. Et pour essayer de calmer les crises, il faut toujours anticiper la prochaine problématique qu'on va rencontrer. Et c'est le principe du temps long. Et ce que je m'étais aussi dit, c'était on récolte toujours ce qu'on sème. Et les mauvaises récoltes, c'est souvent pendant les crises économiques qu'on les fait, parce que ce qui est assez frappant, c'est quand il y a un premier problème qui arrive, eh ben, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y en ait un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est un peu le truc de la loi de l'emmerdement maximum ou ce genre de théorie qui dit que en fait les crises ne sont pas des événements indépendants. C'est-à-dire que si j'ai un problème RH sur des effectifs, je vais avoir un problème sur mes clients. Si mes clients ils renouvellent pas, je vais avoir un problème de chiffre d'affaires, donc je vais être obligé. Et en fait, on peut vite tomber dans des spirales négatives sur une partie de l'entreprise, voire la totalité. Et casser ces spirales, c'est assez difficile. Je pense que en ce moment, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. On en parle peu, je trouve. Il y a quand même beaucoup de défaillances et beaucoup de boîtes, notamment des startups sur le modèle avec beaucoup de levées. Nous, on est passé de moins 10 millions à quasiment la rentabilité maintenant, la rentabilité, et ça s'est pas fait facilement du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui où c'est pas facile. Et le mythe de l'entrepreneuriat facile, qui était celui d'Encours des années 2020, 21, est un peu en train de s'effriter. Et en fait, si on regarde les boîtes qui ont vraiment fait des choses structurantes pour l'économie, que ce soit des Doctolib, des Conto ou même des Et comptes Alain, des Dataiku, en fait, c'est des boîtes, ils sont là depuis 15 ans et ils ont pas envie de switcher parce que c'est une mission et c'est un projet de temps long. Donc oui, on essaye d'être au maximum de temps long. Ça fait déjà 10 ans, mais faire du temps long, ça suppose aussi beaucoup de résilience. Donc à voir. alors dans la gestion des crises, j'aimerais adresser un sujet qui est plus humain, du rapport du dirigeant avec ses équipes. Dans les crises, on est obligé de prendre des décisions difficiles. Et puis, parfois, il y a une contradiction entre la fidélité à des collaborateurs, à une culture d'entreprise, et puis pas forcément des impératifs, mais une pression de l'environnement qui nous invite à restructurer. Je me souviens des hésitations de Steve Ballmer chez Microsoft en 2008, quand pour la première fois, Microsoft, bien sûr conseillé par des armées de consultants, sous la pression des investisseurs, avait lancé son premier plan de licenciement. Premier plan massif de licenciement depuis la création de Microsoft en 1975, où il prévoyait de licencier 5000 personnes. Et Steve Ballmer avait beaucoup résisté, finalement il l'avait accepté, alors qu'il n'y avait pas d'urgence financière, mais il y avait un impératif d'agilité ou d'efficacité. Toi, comment est-ce que tu gères cet équilibre entre la fidélité à des équipes et puis des injonctions qui peuvent être, alors si c'est un impératif du marché, parce que sinon la boîte coule, là il n'y a pas de question, mais les décisions sont souvent plus grises que ça. Comment tu gères cet équilibre entre humain et exigence d'efficacité business? Bon, alors déjà, j'ai pas la réponse à cette question parce que c'est vraiment un enjeu, enfin, un travail d'équilibriste, d'essayer de travailler sur à la fois les contraintes et enfin, que tout le monde soit heureux dans l'entreprise. Ça, c'est un point qui est très difficile. Il n'y a aucune entreprise où tout le monde est heureux et surtout dans des périodes où il y a beaucoup de contraintes. Parfois, en effet, c'est très difficile de contenter tout le monde. Encore plus si on doit anticiper des départs. Je pense que le principal enjeu, c'est la transparence, faire de son mieux, essayer d'expliquer pourquoi on prend chaque décision, et pas d'expliquer la décision, mais d'expliquer toute la réflexion qui mène à la décision. Ça, c'est un autre truc que quand j'ai lu beaucoup de livres autour de ces sujets-là, et écouté de gens qui parlaient, en gros, ils disaient que quand on met en place une décision, par exemple, ça peut être un PSE, ça peut être la fermeture d'un pays, d'un produit, on a tendance à expliquer la décision et les impacts. Et
Et en fait, si j'explique, voilà, je vais prendre cette décision de fermer un pays, et voilà ce qui va se passer pour les équipes, les gens, ils peuvent pas adhérer au projet. Et c'est ce qu'on a fait parfois chez Artou. Mais en fait, l'enjeu, il est plutôt de reprendre, de refaire un pas derrière, un pas de côté, quoi, et de l'expliquer aux équipes. Voilà, alors, on a ouvert ce pays pour telle raison. Voilà les premiers résultats. On a été content de ces résultats, mais en fait, il y a eu cette nouvelle information qu'on n'avait pas, et c'est une autre information qui change l'état. Dans ce nouveau contexte, on doit prendre une nouvelle décision. Cette nouvelle décision, elle est justifiée. On avait 4 options. On a regardé les avantages et les inconvénients de ces 4 options. Et cette option on pouvait pas, cette option on pouvait pas, cette option et celle-là c'était la mieux. C'est pas la mieux dans l'absolu, mais c'est la meilleure qu'on pouvait prendre par rapport aux contraintes qu'on a. Donc on a eu cette décision et voilà ce qu'elle va impliquer et voilà ses impacts. Et en fait, reprendre tout le process de réflexion, je pense que c'est indispensable pour que les gens comprennent. Après, que les gens acceptent, c'est autre chose. Mais qu'ils comprennent la réflexion, c'est déjà un premier pas pour essayer de rééquilibrer, enfin de remettre, de réaligner ce que pensent les gens et la stratégie qu'on est obligé parfois de faire face à la contrainte. Et donc c'est un des éléments, je pense qu'on a essayé de travailler. Moi, il y avait en relisant beaucoup de trucs sur le sujet, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est tu disais là Microsoft, ils ont licencié alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire tout de suite. Et c'est le paradoxe que moi j'ai découvert en regardant les grosses boîtes. Donc c'est pas le cas chez Partout parce qu'on est plus en réaction, on va être plus au dernier moment, mais ces grosses boîtes qui sont des gros paquebots que peut être Microsoft, mais aussi dans l'automobile, il y a eu beaucoup de licenciements l'année dernière chez Stellantis ou chez Renault, dans des grosses boîtes. En fait, en écoutant, c'était le podcast de la personne qui a fondé Devoteam, je sais plus comment il s'appelle, il expliquait que parfois prendre des décisions alors que la boîte va bien, mais de réduire la voilure parce qu'on sait qu'il y a une crise qui arrive ou il y a une difficulté, c'est bien mieux pour l'entreprise et pour la sauvegarde de l'emploi que la prendre dos au mur. Et en fait, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, et Partout on a fait partie, on a attendu vachement d'être face au mur et de devoir prendre des décisions un peu trop brusques, alors que si le plus important c'est d'anticiper très tôt, et parfois de prendre des décisions tellement tôt que les gens disent mais il n'y a pas besoin. Je veux dire, l'automobile, il n'y avait peut-être pas besoin quand Renault, Stellantis annoncent des super résultats et disent ah ben on est obligé de se séparer de tant de personnes ou de couper cette activité. Sauf que nous, ce qu'on voit pas en tant que public, c'est potentiellement les prévisions pour l'année prochaine, les enjeux autour de l'électrique, la concurrence chinoise, etc. Sauf que eux, ils anticipent ces problématiques et donc ils prennent des décisions sur le temps, enfin le plus rapidement possible, pour anticiper des problématiques de long terme. Et, et moi, c'est vrai que quand j'ai vu Google qui annonçait qu'il licenciait des gens, je me disais mais pourquoi ils font ça? Sundar Pichai expliquait bah, en fait nous on doit investir dans l'intelligence artificielle et en fait c'est pour préserver l'emploi qu'on est obligé de se séparer. Et je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à entendre pour n'importe quel employé et pour plein de gens de se dire qu'en fait pour préserver l'emploi on doit se séparer de certaines personnes, c'est complètement contre-intuitif. Et je pense que ça se heurte parfois ouais, et ça crée une barrière en fait entre les personnes qui décident et les personnes qui subissent ces décisions et ça peut se comprendre totalement quoi. Tu expliques toute l'importance de la communication dans l'entreprise pour faire partager finalement aux collaborateurs les raisons d'une décision. Comment est-ce que tes rituels de communication en tant que dirigeant ont évolué avec la croissance de l'entreprise? Est-ce que c'est toujours les mêmes rituels qu'il y a 5 ou 6 ans quand vous étiez une centaine de personnes? Comment est-ce que tu as adapté ton style de management et tes modes de communication pour faire partager ces moments importants, ces décisions importantes? Alors chez Parti, on a beaucoup de moments de communication. Et donc, on a notamment tous les vendredis, on a le Friday Meeting donc avec toute la boîte où on va annoncer les nouveautés, etc. On a aussi les OKR qui sont des Objective and Key Results qui sont les objectifs à chaque fois pour le trimestre suivant. On va avoir des présentations lors des séminaires, on va avoir des présentations à chaque fin de quarter pour présenter la roadmap technique, etc. Donc, je dirais tous les grands moments sont les mêmes depuis 7-8 ans. C'est des moments où en fait on réunit toute l'entreprise et on partage une vision et cette vision elle est commune à toutes les équipes. Là où on a changé, je pense, une partie de la communication, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus que faire en plus petits groupes, ça permet d'adapter les messages. Et en communication de crise, il y a notamment, c'est Hugues Lebray qui l'expliquait, qui était donc directeur de la communication de la Société Générale au moment de l'affaire Kerviel. Ce qu'il explique dans son livre, c'est il faut
une communication qui soit commune, ce qu'on appelle les EDL, des éléments de langage. Alors lui, il parle pas de ça, mais c'est comment nous on l'utilise. Donc on s'accorde sur les grands mots, les grandes tournures de phrases, qui représentent la réalité qu'on veut communiquer. Et donc, l'exemple, ça pourrait être, est-ce qu'on ferme le Brésil ou on met en pause le Brésil? C'est quoi ça? C'est potentiellement une même réalité, c'est-à-dire qu'on arrête, mais on y retournera peut-être, mais on n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit qu'on ferme ou est-ce qu'on dit qu'on met en pause? La réalité, c'est quasiment la même. Le message, il n'est pas le même. Si je dis que je ferme, on dit, OK, ça reprendra plus jamais. Et si on réouvre, on nous dira, vous êtes inconsistant. Si on dit, bah, on met en pause, quand est-ce que ça reprendra? Et on est obligé de se justifier chaque fois. Donc, on ne sait pas. Et donc, il faut qu'on s'aligne. S'il y en a un manager qui dit je mets en pause et l'autre qui dit je ferme, les équipes vont se parler et elles vont pas comprendre. Donc, le premier sujet, c'est de créer des communications qui sont uniformes avec des termes et un aliment stratégique. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de prendre cette communication et de l'adapter à chaque équipe. Parce que chaque équipe a des peurs, des craintes, des questions, des enjeux qui sont différents. Par exemple, si je prends cet exemple du Brésil, il y a différentes populations. Déjà, il y a l'externe, il y a les clients. Qu'est-ce que je dis aux clients? Est-ce que je les maintiens, etc. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et peut-être que je vais pas leur dire je ferme, peut-être que je vais leur dire je mets en pause, peut-être que je vais leur dire je maintiens en fait l'activité que pour les clients. Ensuite, il y a l'externe, le public, potentiellement même les actionnaires, et il y a des enjeux pour chaque équipe. Pour les commerciaux, je vais essayer de leur expliquer quels sont leurs enjeux pour eux, s'il y a des leads entrants, est-ce qu'ils peuvent les prendre ou pas du Brésil, ce genre de choses. Et en fait, la communication centrale, elle va se faire au niveau de l'entreprise, mais ce qu'on a découvert avec le temps, c'est l'importance des communications en beaucoup plus petits groupes pour venir complètement adapter le discours, les messages, les messages aux réalités de chaque équipe. Et ça, c'était peut-être quelque chose qu'on faisait moins avant, et on se rend compte que dans des petits groupes, les gens posent plus de questions, on peut réorienter les messages, et que parfois les gens ils ont juste trop d'infos, et que si on commence à présenter à toute la boîte, qu'est-ce qu'on va dire aux clients, qu'est-ce qu'on va dire, et en fait les gens se brouillent, et déjà il y a 50 personnes sur l'équipe Customer Success, ou 40 personnes, et donc rien que sur cette équipe, il y a vocation à avoir une communication qui est dédiée, et qu'on peut pas avoir une communication générale. Et ça, c'était quelque chose que j'ai lu donc de la personne de Société Générale qui disait, voilà, il avait une annonce à faire qu'il y avait un risque de X, et maintenant, qu'est-ce qu'il doit dire aux employés pour pas qu'ils se fassent détruire par les gens au repas de Noël en leur disant la Société Générale a fait n'importe quoi, aux actionnaires pour leur dire qu'il faut remettre un peu d'argent, et aux clients de la Société Générale pour leur dire retirez pas tout votre argent de la banque. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, cette réflexion. Et typiquement, c'est des choses que, sur la base de ce livre-là, qu'on a essayé de mettre en place chez Partout. Et c'est un exemple, parce qu'en fait, il y a des milliers d'exemples différents qu'on a appris grâce aux discussions, à l'expérience. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé de regrouper dans le livre. Même par exemple un truc tout bête, c'est nous on est une boîte internationale, donc on a des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des personnes qui parlent arabe, etc. Et donc on a déjà la question, c'est est-ce qu'on fait toutes les communications en anglais? On a des gens qui parlent pas parfaitement anglais, donc déjà doubler toutes les communications, c'est hyper lourd, mais c'est nécessaire. Et parfois ça prend moins de temps de doubler les communications que de nettoyer les communications mal comprises. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a changé dans certains cas. Et puis qui est facilité maintenant avec l'IA. Je voulais parler des crises. Il y a des crises qui viennent de l'extérieur, la crise du Covid, la crise de 2022-2023, et puis il y a des crises internes d'organisation, des crises de croissance, et puis aussi des crises de leadership. Est-ce que tu peux nous partager les moments de tension ou de réflexion que vous avez eus au sein de l'équipe de leadership pour vous ressouder? Il y a un fameux framework qui date des années 60 de Bruce Katzmann, je crois, qui est comment se crée une équipe haute performance. C'est form, donc tu rassembles l'équipe. Ensuite, il y a storm, c'est forcément quand tu as des personnalités qui sont puissantes, intelligentes et puis ambitieuses, ça frotte un peu. Ensuite, il y a une phase norme où on fixe les règles, et puis qui permet de décoller et d'avoir cette phase de performance. Avec une croissance aussi forte, vous avez forcément vécu des moments
intéressant, on va dire, au sein de l'équipe de leadership. Comment vous y avez fait face? Comment vous avez réfléchi entre vous pour adapter votre mode de fonctionnement? Ouais, c'est très vaste comme question je dirais que, enfin, il y a plusieurs niveaux d'organisation de management chez Partout. Il y a potentiellement Thibaut et moi, puisqu'on a la particularité chez Partout d'être deux co-CEO. Moi qui suis pas le fondateur, mais qui rejoint la société un peu comme tu disais, on était une quinzaine, mais qui l'accompagne depuis 8 ans. Thibaut qui est co-CEO avec moi, qui est fondateur. Donc déjà, il y a un enjeu qui est compliqué, c'est de s'aligner au maximum et de communiquer au maximum à deux. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est l'équipe COMEX, donc comité exécutive. Et là, l'enjeu, Vous êtes combien au COMEX? on est 7-8, je crois, dans ces eaux-là. 7-8, ok. Après, on a un board qui n'est pas le board of advisor, mais un board of directors, ce qui se dit en français CODIR, et comité de direction, quoi. Et ensuite, on a l'assemblée des managers qui représente une cinquantaine de personnes. Et donc, il y a plein de concepts qu'on essaye de pousser, notamment un concept qu'on a mis, dont je parle dans Start to Scale, qui est le concept de First Team, qu'on a toujours essayé de pousser chez Partout. C'est le fait que l'équipe managériale doit toujours être plus proche de ses homologues managers que de son équipe. Donc, ça veut dire que le directeur commercial doit être plus proche de l'équipe du directeur technique que de ses propres commerciaux. En fait, ça permet d'éviter et de résoudre, enfin d'éviter les tensions et de résoudre plus facilement les conflits, puisque quand il y a un conflit entre deux équipes, les managers peuvent résoudre le conflit ou l'incompréhension en étant de la même équipe. Et donc en portant des messages, mais en se disant qu'en fait, eux, leur première équipe, c'est l'équipe de management, c'est pas leur équipe de gestion. Et ça, on a essayé de le pousser, et c'est quelque chose qui est pas facile à maintenir, parce que forcément, pour un manager, bah, son quotidien, c'est quand même son équipe opérationnelle, mais ça permet quand même de résoudre certains sujets. Euh, les difficultés de leadership, il y a plein de difficultés de leadership qui peuvent survenir. Je pense qu'il y a des difficultés. Par exemple, un exemple, c'est prise de parole en public. C'est pas forcément quelque chose de facile. Et quand on doit annoncer des certaines décisions, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a essayé de progresser. Moi, j'ai écrit pas mal d'articles sur la prise de parole en public. On se faisait des feedbacks après certaines prises de parole en public, et il y a tout un chapitre de Startup and Down qui est autour de la prise de parole et de comment passer les messages. Et je pense que ça fait partie, notamment en gestion de crise, d'un élément central qui est la communication de crise, notamment. Il y a eu aussi, on a commencé à prendre un peu plus de coachs qu'on n'avait pas du tout avant. C'était aussi une demande de certains collaborateurs d'avoir D'être accompagné. ouais, de managers accompagnés. Nous, on est first time entrepreneur, donc moi j'ai 33 ans, j'ai jamais connu d'autres entreprises à part le conseil avant, mais assez peu. Thibaut, c'est sa première entreprise aussi, donc je pense que pour réfléchir à ça, c'est pas mal de coaching. C'est quoi le rôle d'un CEO? C'est quoi la répartition de ses tâches? C'est quoi ce qu'on attend de lui à différentes étapes de la taille de l'entreprise? C'est quoi les raisons qui nous motivent? C'est quoi, etc. Donc ça, c'est aussi des réflexions qu'on doit avoir. Et je pense qu'en période de crise, on doit les avoir plus, mais c'est aussi des moments où on a moins de temps. Et donc sanctuariser des moments, ça fait partie, je pense, d'une résolution efficace des problèmes, et dire qu'on l'a fait parfaitement chez Partout serait mentir, mais dire qu'on essaie de le faire mieux, oui. Dernier point que j'aimerais aborder dans cette discussion, on a déjà dépassé largement la demi-heure, mais si je peux prendre encore un peu de ton temps, tu cites Steve Jobs sur la notion de priorité et de focus, et un passage que j'adore. Les gens pensent que rester focus signifie dire oui aux choses sur lesquelles on souhaite se focaliser. Mais ce n'est pas du tout ce que cela signifie. Il s'agit plutôt de dire non aux centaines d'autres bonnes idées qui existent. Je suis tout aussi fier des choses que nous n'avons pas faites que des choses que nous avons faites. Comment est-ce que tu fais vivre cette phrase au quotidien en tant que dirigeant? Parce que finalement, vous innovez, vous avez une roadmap qui est bouillonnante, avec plein de nouvelles idées, avec des nouveaux marchés que vous adressez. Comment tu arrives à fixer tes priorités toi, et puis à communiquer ensuite et à faire adhérer les équipes à ces priorités pour finalement dire non à beaucoup de choses? C'est vraiment le sujet sur lequel on a beaucoup d'axes de progression chez Partout, parce qu'on est
Thibaut et moi assez excités par ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle. On a envie de construire une boîte ambitieuse et on est toujours à la recherche de faire plus et de faire plus de choses, d'investir, etc. Et donc, on a été obligé de le faire sous la contrainte, notamment contrainte financière des dernières années. Donc, je pense que ça n'a pas été, c'est pas aussi, on aurait préféré le faire pas sous la contrainte, mais sous notre propre volonté. Mais on a été obligé de le faire, de fermer certains pays, etc. Euh, et, euh, et c'est quelque chose qu'on essaie de se répéter régulièrement, cette notion de focus. Mais je pense que la problématique qui est assez compliquée, hein, c'est que je pense que les entrepreneurs, et même je me sors, puisque moi je suis arrivé un peu plus tard, mais ont toujours envie de créer de nouvelles choses, de lancer de nouveaux projets. C'est des gens qui sont habités par la création et le lancement de choses. Et en fait, il y a une phase de l'entreprise où plus que créer, il faut stabiliser, il faut consolider, il faut réparer. Et cette phase, c'est un peu contre nature pour beaucoup de gens qui sont dans un esprit entrepreneurial. Et je pense qu'il y a un peu de possibilités. Soit on arrive à transformer ou combattre cette appétence à la nouveauté, à toujours vouloir faire de nouvelles choses. Soit souvent, c'est là où on passe la main à quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que on fait ce métier nous pour apprendre et pour se développer, donc c'est intéressant de voir les deux facettes et avec la force de frappe qu'on a maintenant parce qu'on est nombreux, on fait toujours beaucoup de choses et on a encore plus d'opportunités, donc il faut encore plus dire non. Donc j'ai encore pas de recette miracle, mais je pense que donner des images, essayer même de communiquer sur ce qu'on veut faire et de le répéter, c'est aussi une manière de s'engager. C'est-à-dire que nous on répète qu'on veut faire qu'on veut se focaliser. Quand on a fermé le Brésil et l'Inde, on a utilisé l'image du risque, le jeu de société, en disant que quand on joue au risque, vaut mieux avoir 3 canons sur 3 continents que des pions sur tous les continents en fait. Quand on a un canon, ça nous positionne comme leader, ça empêche la concurrence de venir et c'est beaucoup plus stratégique. Et donc on a utilisé cette métaphore du risque pour expliquer le focus géographique. Après, il n'y a pas que le focus géographique, il y a le focus au niveau des segments de marché, il y a le focus au niveau aussi produit. Et donc, pareil, on a été obligé de dire non à certains produits qu'on voulait faire, mais c'est vrai que c'est pas la chose la plus facile. Un immense merci, Thibaut, pour cet entretien. Moi, je retiens une chose, c'est ton concept de first team, être plus proche de son équipe, de ses collègues dans l'équipe de direction, que de ses propres équipes, que de ses propres collaborateurs, pour maintenir cette unité, ce discours, cet alignement. Voilà. Conseil de lecture à tous les entrepreneurs, Start Up and Down. Après, bien sûr, avoir lu Start to Scale, que tu as publié il y a 2 ans, je crois, 2023. Et puis tu as une troisième suggestion de lecture qui est pas le dernier, mais l'avant-dernier livre de Giuliano d'Ampoli, Le Mage du Kremlin. Pourquoi tu nous conseilles ce livre? Alors je lis pas énormément, je lis beaucoup d'articles, je discute, j'écoute des podcasts, mais des livres j'en lis assez peu. Et celui-là, il m'a pas mal marqué parce qu'il touche à un sujet je pense qu'il nous concerne tous et qui est de plus en plus important et clé pour comprendre les sociétés, qui est la désinformation. Et c'est un livre passionnant, très bien écrit, et qui nous plonge un peu dans des manières différentes de voir le monde moderne. Et je pense qu'en plus, au regard des actualités géopolitiques, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans ce livre. Il m'a vraiment passionné, donc je le conseille à pas mal de monde. Et là, j'ai acheté les 2 autres. Je crois que c'est L'heure des prédateurs ou Le temps des prédateurs. Oui, le dernier, Le temps des prédateurs, absolument. Ouais, qui a été écrit un peu vite et qui est moins bon, je trouve, que le Mage du Kremlin. Oui, pour l'instant, je suis au début, mais je suis pas aussi happé que le Mage du Kremlin. Le Mage du Kremlin, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça nous plonge dans un univers qu'on connaît beaucoup moins, parce qu'on connaît, en tout cas que moi je connais moins, qui est la Russie notamment, et tout un monde un peu à part et une autre manière de voir le monde tel que nous on le voit. Si tu t'intéresses à la Russie, il y a un petit ouvrage qui vient de paraître qui est absolument merveilleux, qui fait une centaine de pages, qui est le dernier entretien d'Hélène Carrère d'Ancos, qui est donc une grande historienne qui avait publié à l'époque The Declining Empire, qui annonçait dans les années 80, tu vois, 83, le déclin de l'URSS.
Et donc c'est sa dernière conversation avant de décéder avec son ami journaliste. Ça s'appelle La guerre et la grâce. La dernière conversation avec Hélène Carrère d'Encausse, qui était membre de l'Académie française, une des trois femmes membres de l'Académie française. Et c'est à la fois une leçon de géopolitique, une leçon de vie, une leçon de morale, absolument extraordinaire. Et ça prend 2 heures à lire, c'est très court. Voilà. Écoute, un grand merci Thibaut. Est-ce que si tu as encore quelques minutes, on peut prendre une ou deux questions. Charlotte, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Alors oui, on a quelques questions. La première vient de Christophe qui demande: Partout est né avec une mission tournée vers la digitalisation des commerces. Est-ce que, vivant une crise de l'intérieur, votre regard sur ce que vous avez apporté aux clients a changé? En fait, partout, on a commencé sur le presence management, qui est la multidiffusion des informations. Euh, et, euh, et enfin, ça a beaucoup changé entre le début de partout et aujourd'hui, puisqu'on a développé énormément de produits. Et la vision qu'on essaye de construire, c'est plus une plateforme pour aider les commerces, pas uniquement sur la mise à jour d'informations, mais aussi sur la partie avis, la partie messagerie. Euh, et, euh, et donc, en ayant vécu une crise de l'intérieur, est-ce que ça change notre mission? Euh, je pense que ce qui est difficile quand on connaît une crise, c'est d'essayer de maintenir deux KPI qui sont hyper importants. Le premier qui est la satisfaction des collaborateurs et le deuxième qui est la satisfaction des clients. Euh, je pense que il y a eu des moments qui ont été plus difficiles, que ça soit enfin toute une crise, ça remet en fait plein de choses en question. Mais je pense que on n'a jamais, il y a, on essaye de maintenir une innovation produit pour apporter beaucoup plus de choses au commerce, et c'est vraiment ce qui nous drive. Et typiquement, je prends la crise de la dette technique qui a été une période assez difficile en 2019. Ça nous a beaucoup apporté puisqu'on s'est dit plus jamais ça. Et donc maintenant, on développe des fonctionnalités qui sont beaucoup plus stables. Et donc en 2019, on a eu plein de problèmes de gestion d'API, etc. Et depuis, notre plateforme, elle est 1000 fois plus stable, elle a quasiment plus aucun bug, elle est vraiment beaucoup plus qualitative. Donc oui, je pense qu'à travers les crises, on revoit la manière d'adresser ses clients et c'est toujours en évolution, quoi. On a une deuxième question de Valérie cette fois qui dit que votre livre a été écrit avec une grande lucidité et un certain recul. Est-ce que cette crise vous a fait évoluer dans votre manière d'incarner l'autorité? Est-ce que vous êtes encore le même leader qu'avant? Très bonne question. Je pense qu'il y a des fondamentaux qui restent un peu les mêmes. Je suis assez émotionnel. Je parle avec peut-être plus de transparence. Quand je dis beaucoup les choses un peu trop vite. Donc, je suis toujours. Il y a des choses qui ont changé. J'ai beaucoup appris, notamment sur la gestion de crise, sur la communication, etc. Après, je pense que, enfin, en ce moment, j'essaie de réfléchir à beaucoup plus. Je reprends le terme d'autorité parce que je pense que c'est un élément qui est assez important. Je commence à écouter beaucoup plus de podcasts avec des managers de plus grandes entreprises. J'écoutais, enfin, que ce soit Sébastien Bazin, pardon, de Accor, ou là il y a un autre que j'ai écouté de la directrice générale d'Orange. Et en fait, ce que je me dis, c'est que oui, constamment on change de mode de leadership et on s'inspire des autres. Et là, moi, je suis plutôt en train de me focaliser sur ce que je dois devenir pour la suite et travailler notamment sur une certaine sérénité que je vois dans les managers et les dirigeants de grandes entreprises qui vivent des problématiques qui sont sans doute 1000 fois supérieures à partout. Et donc, je dirais que oui, ça m'a complètement transformé les 8 dernières années, mais ce que je regarde beaucoup plus, c'est comment j'ai envie de changer dans les 8 prochaines. Je sais pas si ça répond totalement. Merveilleuse conclusion. Tu parles beaucoup, tu parles vite et tu partages beaucoup. Continue à parler vite, continue à partager parce que c'est passionnant. Un immense merci pour ta présence avec nous et Startup and Down, une lecture indispensable pour tous les entrepreneurs. Ça nous donne à nous aussi un peu plus de sérénité. À très bientôt Thibaut. Merci et bravo. Au revoir.